j'ai découvert que vous n'êtes pas Karine Le Marchand. Ah si. Ah mon vrai nom. Vous jouez toujours de la harpe? Non. Mais je fais du piano, parce que j'ai l'oreille absolue. Vous avez été confronté au racisme ou pas? Oui. On m'a traité de sale négresse, c'est sûr, oui. Ma mère s'est déjà battue pour me défendre quand j'étais petite. Bah tu me cherches, tu me trouves, c'est tout. J'attaque pas en premier. Mais tu me cherches, tu me trouves. Bonjour Karine Le Marchand. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Enfin chez Ouais. vous, je dis, c'est la boîte de production. Chez Potiche Prod. Potiche Prod, ouais, c'est vous qui avez eu l'idée de ce nom ou pas? Oui, absolument. Je me suis dit, tiens, les animatrices télé, il y a deux sortes en fait. Il y a les chiantes et les connes. Je vais décider d'appeler ça Potiche Prod, il vaut mieux rire de soi. Et comme ça, en fait, on se moque pas de vous de la même façon. Il Ouais. faut toujours faire le contre-pied un peu. Ouais, l'humour, c'est un truc qui vous caractérise. Ah, j'espère. En tout cas, Potiche Prod, c'est la société qui va produire une soirée spéciale de M6 que vous présenterez, qui s'appelle Les Français, l'amour et le sexe, comment tout a changé. Vaste programme. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, quand on est Karine Le Marchand, l'amour, c'est facile ou au contraire c'est plus compliqué parce que vous êtes Karine Le Marchand, quelqu'un de connu avec... C'est plus compliqué, je pense. C'est plus compliqué, mais c'est pas moi qui suis plus compliqué, c'est le regard de l'autre. Ouais. Je pense que c'est plus compliqué parce que la notoriété fait que... Bon, d'abord, il y a un fantasme, on prend plus de place, on est plus puissant dès la rencontre. Et ensuite, oui, il y a beaucoup de présupposés. Les gens changent avec nous. Ouais. Ils mettent un peu de temps à être vraiment eux-mêmes. Et puis, moi, j'ai le sentiment de ne pas avoir changé, mais ma fonction, voilà, ce que je peux représenter fait en sorte que c'est pas vrai, ma vie n'est pas normale. En ce sens où je fais des selfies, je suis reconnue. D'ailleurs, c'est très bizarre, on n'arrive pas à distinguer si un garçon nous regarde parce qu'il nous a reconnus ou si parce qu'il nous trouve jolis. C'est le même regard. Et donc, c'est un peu perturbant, parce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est bien de partir à l'étranger, parce que quand on vous regarde, tu fais « Ah ouais, ça va ». Je vais être franc avec vous, alors moi je vous connaissais comme présentatrice télé, mais pas vraiment. Mais en préparant cette interview, j'ai un peu bossé. Hein. Ouais. Et j'ai découvert plein de choses. Alors déjà, j'ai découvert que vous n'êtes pas Karine Le Marchand. Si. Si. Ah, mon vrai nom. Voilà, exactement. Votre vrai nom, c'est, je vais essayer de bien le prononcer, c'est Karine Fayo Kourera. Voilà. Votre père est burundais, Ouais. vous l'avez peu connu, mais c'est d'origine burundaise, me semble-t-il. Ouais. Et donc il y a une histoire, c'est que vous avez dû changer de nom 10 minutes avant la présentation de votre premier direct pour l'émission Midi Pile sur France 3 Paris-Île-de-France, je crois. Le directeur des programmes avait le retour antenne dans son bureau et il voit apparaître mon nom, Karine Fayo Kourera. Et il descend, il me dit « C'est pas possible ». Ah non, mais ton nom, c'est pas possible. Personne ne saura le prononcer. D'ailleurs, vous-même, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est ça. Il faut que tu changes. Et j'ai dit, mais attends, mais moi, en plus, je suis tout le temps en train de me prendre la tête. Il faut toujours je donne un sens à tout. Donc, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout. Puis, je sais pas, trouver un truc simple, mais c'est pas possible. Je dis, bon, à l'époque, je sortais avec Pascal Le Marchand. J'ai dit, je vais m'appeler Karine Le Marchand. Donc, voilà, c'est pas un problème. Moi, j'aime bien parce que, en fait, quand on m'appelle... je sais si c'est administratif ou si c'est pour la télé, tout ça. Ça vous a pas gêné de changer de nom? Non. Non. Je me suis posé la question, si aujourd'hui ça se passait comme ça, est-ce que vous accepteriez? Alors, il y avait déjà un précédent parce que j'étais mannequin et il y avait déjà pas mal de Karine chez Elite. Et donc, on m'a fait changer Karine. Je m'appelais Sam. Sam? Ça vous va bien, ça? Ouais, c'est moi qui ai choisi. J'aime bien les trucs un peu androgynes et tout. J'étais un peu garçon manqué. D'autres choses que j'ai découvertes, dont je voudrais parler avec vous, dites-moi si je me trompe, c'est que quand vous étiez enfant, vous étiez au Conservatoire régional de Nancy, avec en gros cours le matin, musique l'après-midi, et vous faisiez donc du chant, de la harpe et de la flûte traversière. Alors j'ai fait 1 an de violon, d'accord, comme ma sœur qui était aussi au conservatoire. J'ai fait 4 ans de flûte traversière et 5 ans de harpe, mais à la suite. Et 10 ans au conservatoire. Vous jouez toujours de la harpe? Non. Mais je saurais, mais non. Mais je fais du piano, parce que j'ai l'oreille absolue. Ah oui? Je crois que vous faites du piano avec votre fille. Oui, enfin, maintenant elle a 22 ans, elle s'en fiche complètement. Mais un jour, elle y reviendra. Et l'oreille absolue, racontez-moi ça, parce que c'est-à-dire que dès que vous... Normalement, quand on entend les notes, on peut savoir ce que c'est. Ah ouais? Ouais. Et donc, on peut les rejouer. Moi, ça m'a fait marrer. Quand j'ai appris que vous jouez de la harpe, je me suis dit, mais comment... c'est à 7 ans, je crois. Comment on dit, tiens, je vais faire de la harpe? Comment ça se passe? Non, c'était le 16 à 7. Alors, je voulais faire du violon. Ok. Ça, je comprends. Parce que ma sœur faisait du violon, ma grande sœur. Ah, d'accord. Après, j'ai voulu faire de la flûte.
parce qu'elle a fait de la flûte et qu'elle a eu le premier prix du conservatoire de flûte. J'admirais beaucoup ma sœur, qui avait 4 ans de plus. Qui a toujours 4 ans de plus. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais rien à voir avec ma sœur. Et ensuite, j'ai cherché je ne sais même pas comment ça m'est venu. Je ne sais pas comment je suis revenue à la harpe. C'est pas un truc... C'est pas hyper pratique. Non, mais au conservatoire, on a des box. Ok. Et moi, j'avais pas beaucoup d'argent et de toute façon, j'avais pas les moyens d'avoir ni la place d'avoir une harpe. Donc, en fait, on avait effectivement cours tous les matins. On était 14 par classe, hein. Donc, c'était extraordinaire. Vous aviez quel âge à l'époque, juste qu'on se rende compte? J'ai commencé le violon en CP. D'accord. Ouais, à 7 ans. 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans. Et donc, j'ai commencé le violon, mais je suis hyper laxe. Donc, j'ai les doigts qui se retournent. Donc, bref, le violon, c'est pas possible. Et puis, ma mère n'en pouvait plus. C'est difficile, hein, quelqu'un qui commence le violon. Non, elle n'en pouvait plus. Et donc, voilà. Après, la flûte traversière, c'est plus facile. Et puis, je ne sais pas comment je suis arrivée à la harpe. Mais c'était bien, hein, c'était bien. C'était bien la harpe. Et la musique, du coup, j'imagine, c'est une place importante dans votre vie. Vous continuez à... Alors, j'ai été dégoûtée. Ah. Parce que vraiment, c'était intense, hein, quand on était petit. Et moi, pendant 10-15 ans, j'ai plus pu écouter. Mais on analysait la musique classique, les partitions, on faisait des transitions. C'était compliqué. Et j'en ai tellement bouffé de musique, notamment classique, et de cours avec des méchants messieurs qui sentaient mauvais de la bouche, qui me tapaient dessus, que j'ai un peu laissé tomber et j'y suis revenue et j'adore la musique, ouais, c'est vrai. Mais comme j'ai tout le temps du bruit, moi je travaille beaucoup avec l'oreillette. Donc en fait, quand je fais mes interviews, j'ai des gens qui me parlent en même temps. Que quand même, souvent le soir, j'ai besoin d'être calme et j'ai besoin d'un sas. Et en ce moment, je commence à me remettre de la musique, ouais. C'est des périodes. C'est marrant cette histoire d'oreillette. Moi, j'en ai pas. Alors du coup, je dis des bêtises. Mais vous, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oreillette, dans les musiques? Parfois des conneries. Parfois, on me donne des gages. Ah oui? Oui. Il y a le temps aussi, j'imagine. On vous dit, t'en es à temps. Oui, quand je suis en direct, ça dépend. Si je suis en direct ou si je suis en différé. Quand je suis en direct, oui, je suis le maître du temps. Je suis là pour, par exemple, pour la France Incroyable Talent. On me dit 3 minutes, 2 minutes, tu coupes, tu renvoies, machin, gna. J'ai une script qui me dit on fait partir un magnéto, ça revient, retour dans 15 secondes, ta. Donc j'ai l'assistant réalisateur qui me dit mets-toi là, attention, gna. J'ai parfois le réalisateur qui me parle et j'ai en plus la script. Quand vous faites par exemple une ambition intime, où là pour le coup souvent c'est des interviews politiques, disons, ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oreillette à ce moment-là? Alors je déteste qu'on me parle quand je fais des interviews, moi. Donc je leur dis vous me dites rien. Mais parfois, j'ai besoin de précision. Par exemple, je dis oui, alors en 72, vous avez fait ça. Si je me trompe, elle va me dire non, c'est 71. Ah, je dis c'est en 71. Voilà, c'est des petits points comme ça. Voilà, mais on me parle assez peu parce que j'ai besoin de rebondir. Bah oui. Donc si on me parle, je n'entends pas. Donc en général, moi, ma technique, c'est pour l'interviewer aussi, c'est oublier tout. Je vais vous faire oublier tout. On va prendre le temps de tout faire. Et après, pendant une semaine, je ne fais pas de montage quand c'est moi qui produis. Pendant une semaine, moi, je ne commence pas mon montage. Et si vous avez des choses qui vous reviennent, des sujets où vous pensez que vous êtes allé trop loin, vous m'appelez et on voit si on coupe ou pas. Je préfère que les gens soient complètement relax. D'accord. Pour faire une interview, que ce qu'ils disent, alors il ne faut surtout pas que j'aborde ce sujet, machin, c'est un piège, là, parce qu'ils ne vont pas être eux-mêmes et ils ne vont pas arriver dans une certaine attitude corporelle, émotionnelle. Ils vont être tout le temps dans le contrôle, ils ne vont pas être bons. Je préfère qu'ils se lâchent et puis s'ils sont allés trop loin, on coupera, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est leur vérité en fait. Vous avez fait des petits boulots. Alors vous avez été hôtesse au Parc des Princes, j'ai vu, mais il y en a un qui a attiré mon attention, c'est que vous avez vendu en porte-à-porte l'encyclopédie Universalis. Ah oui. Alors il se trouve que Pas longtemps, hein. J'ai fait ça quand je suis arrivée à Paris. Moi j'ai un souvenir, c'est que je me rappelle quand j'étais petit, mes parents, un jour il y a un mec qui tape à la porte. C'est ça. Et qui a réussi effectivement à nous vendre l'encyclopédie Universalis. Ouf, c'était un mec, c'était pas moi. Je ne sais pas pourquoi mes parents ont dit oui, mais oui. Comment ça s'est passé cette histoire-là? À l'époque c'était ça, hein. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas Internet, non. Et puis donc on frappait à la porte des gens. Et puis les gens étaient contents quand ils étaient tout seuls, ils nous offraient un petit café. Et on parlait, et à la tchatch, et on vendait de tout. Hein. Vous étiez doué pour ça? Ouais. Ah, vous avez vendu je suis une bonne commerciale, moi. Hein. Vous avez vendu beaucoup d'encyclopédies Universalis? Non, parce que je trouvais ça... Moi, j'ai toujours mon petit Jiminy Cricket, là. Moi, prendre de l'argent des gens qu'on n'ont pas... Ah ouais. C'est un truc, c'est quelque chose qui peut m'empêcher de dormir la nuit, quand même. Hein. Mais quand même, je l'ai fait un mois. Hein.
Ah d'accord, c'est peu. Ouais. J'ai vendu du timeshare aussi, aux Canaries. C'est quoi ça? Les timeshare. C'est quoi? Je vous vends une semaine par an, vous aurez le droit de venir dans un appartement aux Canaries. Vous achetez, vous êtes copropriétaire d'appartement et vous avez le droit de tant de semaines par an. Vous connaissez pas ça? Non. Bah, c'était trop bien. Vous avez fait quoi comme autre petit boulot? J'étais vendeuse, j'étais serveuse, j'étais beaucoup hôtesse. Le sexisme, quand vous disiez ça, quand on est hôtesse, c'est pas facile. Oui, c'est que ça. Comment on se comporte? Comment on se comportait? Comment on fait? Moi, je m'en fous. Ah ouais? J'étais payée pour ça, je les envoyais balader, j'ai toujours du caractère. Hein. C'était pas... Je pouvais traiter les gens de gros cons, hein. C'était pas un problème. J'étais pas l'hôtesse comme ça qui ne se pas se défendre. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je faisais les jeux à la télé. J'ai fait une famille en or avec 4 copines. Une blonde, une rousse. Non, c'est vrai ça? Ouais, on a dit qu'on était cousines de machin. Ouais. J'ai fait une famille en or. Je cherche l'image là. Ouais, mais je l'ai pas trouvé. Ah ouais? Donc j'avais gagné 8 000 francs. À une famille en or. Ouais. Racontez-moi comment c'est venu ça? Ah mais nous on faisait tout pour on avait la dalle. Hein. Fallait bien qu'on se bouge. Ok. Donc on s'était inscrites et on était 5 copines assez mignonnes. On a dit qu'on était cousines, on se ressemblait pas du tout. Ils ont même pas vérifié. Et on a joué à une famille en or. Vous avez gagné? 8 000 francs chacune. 8 000? C'était super bien. Hein. 8 000 francs, c'est 1 200 quoi, euros. Comme ça. Bah, non, avec le temps, maintenant c'est bien 8 000 euros. Oui, c'est vrai. Non, c'était super. J'ai vu dans une interview en 2020 pour Elle, vous avez dit « J'ai une pression en tant que noir que moitié noir ». Quand vous avez commencé ce métier, il y avait, à mon avis, moins de personnes. Il n'y avait pas. Voilà. Comment vous le vivez? Est-ce que pour vous, c'est une responsabilité supplémentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui a été important pour vous, ça? Alors moi, personnellement, je suis donc issue d'un père noir et d'une mère blanche qui se sont aimés. Enfin, oui, quand même. Donc j'ai toujours été regardée avec amour par ma famille quand même, par rapport à ma couleur de peau. C'est un avantage. J'ai pas été parachutée d'un pays où il y avait que des noirs, dans un pays où il y a des blancs, où on me regarde bizarrement. Moi, j'ai toujours été baignée là-dedans. Maintenant, je viens de Nancy où il n'y en avait pas beaucoup, ça c'est sûr. Entre ma sœur et moi, on était à peu près les seuls du lycée. Ah oui? Bah oui. Comment vous le viviez? Bah, je le vivais bien, mais en même temps, j'étais singulière. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle savait exactement, elle lui disait « Ah, j'ai vu Karine ici, j'ai vu Karine… » Je sortais du jeu, donc on me repérait en fait. En plus, j'étais grande. Et voilà. Alors oui, j'ai forcément 1000 anecdotes. Il n'y avait pas une semaine sans qu'on me demande d'où je venais. Mais je ne le vivais pas mal. Ça m'agaçait parfois. Vous avez été confronté au racisme ou pas? Oui. Ah oui, on m'a traité de sale négresse, c'est sûr. Oui. Ma mère s'est déjà battue pour me défendre quand j'étais petite. Et à la télé aussi? Dans le monde audiovisuel? Non, alors là, bizarrement. Bah, je pense que les gens, quand ils sont racistes, ils ne m'appelaient pas. Ouais. Mais je n'ai pas été confrontée à… Non. La seule lettre d'insulte que j'ai reçue en 30 ans, elle vient d'un monsieur qui était noir et qui m'a dit oui, mais vous vous défrisez les cheveux, vous n'assumez pas qui vous êtes, négresse vous êtes, négresse vous resterez, c'est honteux de ne pas assumer qui vous êtes. Limite, vous blanchissez la peau, je sais pas quoi. C'est tout. Mais alors, j'ai certes un brushing, mais je me défrise pas les cheveux. Maman est blonde aux yeux bleus, avec des cheveux bien raides. Ouais. Et je me sens très bien comme je suis, en fait. Et je me suis jamais sentie dans l'obligation de choisir entre la couleur de mon père et la couleur de ma mère, mes deux origines. J'adore être les deux. Mais j'ai pas le cul entre deux chaises. Moi, j'ai conscience que ma différence, moi je suis assez forte et peut-être suis-je devenue forte justement parce que je voulais pas qu'on m'attaque. Ça c'est possible, on ne sait pas comment un enfant se construit. Mais j'ai conscience aussi, comme quand on parle de sexisme ou quoi, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette force de caractère et qui sont blessés par les attaques. Moi, sincèrement, tu vas me traiter de sale négresse, ça ne va pas m'atteindre dans mon estime de moi. Mais je crois que vous avez quitté Twitter à un moment donné. Parce que ça n'a rien à voir avec la négritude. Non, hein. mais bien sûr, mais je parle des attaques qu'on subit. Là, en l'occurrence, vous me parliez d'une lettre que vous avez reçue. J'imagine que, je ne sais pas si vous recevez encore des lettres ou si ça passe uniquement par les réseaux sociaux aujourd'hui. Si, je reçois des lettres encore. Et est-ce que vous recevez encore des insultes? Comment ça se passe? Non, Twitter, j'ai quitté Twitter quand j'ai fait ma première émission politique, Une ambition intime, en 2016. Twitter anime la haine des communautés, ça anime tout ça. Et moi, je suis contre le communautarisme.
Et quand on va mettre en avant quelqu'un de gauche, on va se faire insulter par les gens de droite et inversement. Et en fait, le problème aussi, c'est que la presse people se nourrit de ce qui existe sur les réseaux pour faire des papiers. Et j'ai dit, mais je ne vais pas leur faire ce cadeau, en fait. Parce qu'ils disaient bad buzz ceci, bad buzz cela. Il n'y a pas de bad buzz, il y a 3 pauvres cons sous pseudo, ZZ487 qui va t'insulter parce que tu as fait Mélenchon ou Marine Le Pen. Je m'en fous complètement. Mais en revanche, ils vont reprendre ça, le mettre sur Internet et ça va nourrir. Et il est hors de question que je nourrisse ça. Donc en quittant Twitter, il n'y a plus de bad buzz, c'est incroyable quand même. Okay. Pareil, j'ai supprimé les commentaires d'Instagram. Ouais. Il n'y a que les gens. Alors ça, c'est une fonction que j'encourage tous les gens connus à faire. Il y a une fonction qui permet d'interdire les commentaires, hormis ceux que nous, on suit. Voilà. Donc ça va créer des frustrations. Il y a des gens qui voudraient s'exprimer. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que Micheline dise que « Ah bah non, c'est pas bien ceci, je suis pas d'accord avec la couleur de votre jupe et tout ça. » Je m'en fous. Voilà. J'ai fêté mes 30 ans en 2025, 30 ans de télé. Donc j'ai vu des choses démarrer petit à petit. Et c'était avant les réseaux sociaux, ouais. Ah bah oui. Ça, vous l'avez vu, ça? L'évolution avec les réseaux sociaux, ça a changé Ah oui, bien sûr. Ça a changé la presse people. Ça a changé les putaclics. Ah ouais. Mais sinon, en même temps, ils se sont tirés une balle dans le pied parce que dans une première partie, la presse people, elle s'est emparée des réseaux sociaux pour inventer des choses sur nous, pour créer des mythes. Mais comme en parallèle, nous, on a pris les réseaux sociaux. Moi, je communique sur Instagram de mon quotidien, etc. On a complètement désamorcé ça. Et donc, on a en même temps créé la fin des stars. Moi, je trouve ça super. Mais il n'y a plus de mythes. On a complètement désamorcé les fantasmes de la presse people. Et on a compris qu'en fait, on est comme tout le monde. Oui et non, parce que j'imagine que vous faites gaffe quand même à ce que vous publiez. Oui, pas toujours. Ouais. Moi, pas toujours. Des fois, je m'en fous. Bon, il y a un truc qui est quand même sympa avec vous, et on le voit là, hein, c'est votre franc-parler, qui n'est pas si fréquent à la télé. J'ai l'impression que les gens font gaffe, quoi. Mais vous, manifestement, c'est pas un... Mais ma carrière, elle est faite, hein, c'est fini. Hein. Je veux dire, c'est pas fini ma carrière, mais il faut que je prenne du plaisir maintenant, mais il faut affirmer qui on est. Par exemple, il y a un truc que j'ai vu qui est assez rare, c'est, je me rappelle, vous étiez invité à C'est à vous. Vous présentiez justement une ambition intime. Sur le plateau, il y a Patrick Cohen. Bon, quand on regarde l'émission, on sent qu'il est un peu bougon et que, en fait, ça l'embête peut-être, je ne sais pas en tout cas, que vous interviewez des personnalités politiques. Ouais. Et donc, en plein direct, vous lui dites, à un moment donné, vous dites, hey, vous m'aimez pas, vous, hein, vous l'interpellez. Là, il est un peu embêté. Ah oui. Il dit, en fait, il vous reproche d'avoir, je le cite, copiné avec Marine Le Pen, et s'ensuit une discussion. Mais tout le monde ne le fait pas. En fait, c'est vous qui allez au combat, quelque part. Ça, c'est un truc, le franc-parler, ça vous a déjà causé du tort, ou au contraire, c'est votre marque de fabrique et vous l'assumez, quitte à le surjouer, ou comment vous vous situez? Ah non, je surjoue pas, moi. C'est vraiment vous, quoi. Ah oui. Non, bah, tu me cherches, tu me trouves, c'est tout. J'attaque pas en premier. Mais tu me cherches, tu me trouves. C'est tout. La bien-pensance de certains journalistes qui vont faire des pieds et des mains pour avoir Marine Le Pen en interview exclusive et qui vont me reprocher à moi de l'avoir eue, c'est bon. Et tous, ils m'appelaient derrière pour savoir comment j'avais eu tout le monde. Tous, j'avais des textos, je vous dis pas, des rédacteurs en chef, vous disant mais comment vous avez réussi à avoir des choses aussi personnelles de ces gens-là, ils nous donnent pas le quart. Bah oui, tu les attaques. Tu n'obtiens pas la confidence en mordant les gens. Hein. Mais si tu lui dis juste, c'est quoi ta vérité? Pourquoi tu as fait ça? Mais non, mais en quelle année tu as voulu être président? C'est quand même dingue à 18 ans de vouloir être président. Qu'est-ce qui a nourri ça? En fait, c'est neutre. C'est juste, raconte-moi ton histoire. Oui, c'était l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'était il y avait une campagne présidentielle et c'était de parler avec les différents candidats et candidates, presque l'intime, en tout cas de... Leur ambition. Ouais. À quel moment, enfin moi personnellement, j'ai jamais rêvé d'être président de la République. Ah oui? Non. À quel moment tu te dis, eh ben on va y aller, je vais diriger la France. Oui, je vais faire ma carrière de ça et puis je vais changer le monde, hein, quelque part. Comment vous l'avez vécu quand même? Parce que les critiques ont été nombreuses. Il y a eu un... Bah pour le coup, ça a été extrêmement misogyne. C'est ça qui m'a le plus énervée. Ah d'accord. C'était le côté, elle minote sur un canapé. Parce que vous étiez une femme. Ouais, elle minote sur un canapé, ça m'a énervée. Ça m'a pas touchée, mais ça m'a énervée. Parce que j'étais pas encartée en fait, c'était ça l'histoire.
Parce qu'auparavant, il y a eu d'autres journalistes qui ont interviewé des hommes politiques sur un canapé et ça, on ne le reprochait pas. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se permettraient peut-être pas autant d'attaques. Ah, mais on a révolutionné l'émission politique. Ouais. Ils n'ont pas tous critiqué, il y a eu beaucoup de soutien sur cette émission-là. Mais la réalisation des émissions politiques a complètement changé. Et tout d'un coup, on a commencé à faire des profils, à prendre leurs mains, à poser des questions personnelles. Ruth Elkreïef a parlé des chats de Marine Le Pen avec Marine Le Pen. Tout a changé. Maintenant, on essaye de comprendre, on essaye de comprendre qui sont ces personnes. Et surtout, ce qui me fait rire, c'est que certains journalistes qui ont pu critiquer ce que j'ai pu faire à l'époque faisaient en même temps des biographies de ces personnes non autorisées. Mais rentrer dans des détails que moi, je n'aborde jamais, des détails sexuels, de relations intimes, qui pour moi sont vraiment une ligne rouge qui ne m'intéresse pas. C'est pas que j'ai pas à la franchir, c'est que je m'en fous complètement à qui couche avec qui. Mais eux, ils se permettent de faire dans des biographies non autorisées ce genre de choses qui pour moi sont très vulgaires. Et en même temps, ils disent « Ah ben non, mais il ne fallait pas les interviewer. » Non, c'est n'importe quoi en fait. Qui vous aimeriez interviewer que vous n'avez pas interviewé? Le pape. Le pape? J'adorerais faire une émission intime du pape. C'est possible? Il vient en France, là. Oui, mais bon. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur le pape? Pas pareil, comment on se construit, les valeurs, les croyances, les interdits. En même temps, on est responsable de tellement de millions de gens, on incarne un Dieu quand même. Le rapport à la mort, à l'homosexualité, à l'abstinence, ce qu'il regrette. Ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de laisser sur cette terre, qu'est-ce qu'il a envie de dire à Dieu, plein de choses. Pour avoir discuté un peu avec des personnes qui ont travaillé avec vous, ce qui m'est revenu, c'est que vous travaillez beaucoup. Oui. Néanmoins, j'ai vu aussi qu'à l'issue du premier confinement, vous avez dit que vous avez un peu frôlé le burn-out aussi. Donc vous travaillez beaucoup et en même temps parfois trop. Comment vous vous situez par rapport au travail aujourd'hui? Alors, je suis hyper active. Donc de toute façon, quand je fais de la place dans ma tête, il y a d'autres idées qui viennent. Et j'ai du mal à contrôler ça. Et de toute façon, je crois que je serai toujours créative. Mais c'est vrai que quand on travaille, mais qu'on dépend du travail des autres, et que les gens fournissent pas le même travail ou pas la même qualité qu'on exige, c'est compliqué parce que du coup, on les remplace. Quand on a été confinés, moi, en tant que productrice, je suis payée quand je rends le film, quand je rends le documentaire. Donc, en l'occurrence, je produisais 5 documentaires depuis 2017 que je devais rendre en 2020, etc. Les gens ont été payés par l'État et donc ils disaient « bon, on verra plus tard ». Je disais « mais moi, il faut que je bosse ». Ouais. Donc, j'avais installé des salles de montage chez mes monteurs, qui eux étaient contents quand même de bosser aussi à la maison, qui m'envoyaient des WeTransfer le soir. Je faisais mes modifications la nuit, etc. Machin. Et j'ai vécu un cauchemar, en fait. J'ai institué le télétravail, mais pas obligatoire, le vendredi. Vous revenez sur le télétravail ou pas? Parce que maintenant, c'est la grande mode, là. C'est fini, là. Ouais. Moi, tu ne pars en télétravail que si tu m'apportes la preuve que tu as 8 heures de boulot à faire le vendredi. Donc, tout ce qui est dossier, lecture, fiche, tous ces trucs qu'on peut faire chez soi, j'ai dit, bah, vous le gardez pour le vendredi. Tous les soirs, vous allez, elle veut me dire, elle est chiante, je m'en fous. Tous les soirs, je veux un reporting sur ce qui s'est fait. D'accord. Donc, elle n'est pas commode, hein? Je suis pas commode, je paye. Okay. Je suis pas commode, je suis commode. Il y a cours de gym payé par la boîte, là, jeudi et tout ça, une fois par semaine. Il y a d'autres trucs aussi qui sont sympas. Mais je paye les gens pour qu'ils travaillent. Parce que s'ils ne travaillent pas, c'est moi qui dois le faire. À un moment donné, je ne vais pas crever. Ouais. Donc, le matin, tu te lèves, tu es au bureau, tu ouvres un mail pour moi. Et au fur et à mesure de tes tâches, tu mets ce que tu as fait. Et le soir, tu l'envoies. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Tram. Comme ça, je n'ai pas non plus 50 mails à gérer par personne. Et en même temps, ils peuvent poser toutes leurs questions, tous leurs trucs, etc. Et moi, le soir, je réponds à tout. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? En fait, le rapport au travail a changé aussi. Ah bah pas chez moi. Ouais. C'est moi qui paye. Moi, tous les premiers du mois, je paye des loyers, des salaires, des trucs. Donc, c'est normal que je demande. Si la personne, elle a fait son boulot en 5 heures parce qu'elle est super efficace, elle peut partir. Hein. Okay. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux ne pas travailler le vendredi, mais travailler le samedi ou le dimanche soir, parce que tu as tes enfants ou des trucs à faire, tu peux, tu as 3 jours. Tu as une somme de travail à faire, tu t'arranges comme tu veux. Mais tu le fais. C'est quoi votre quotidien? À quelle heure vous arrivez le matin? À quelle heure vous partez le soir? Comment ça se passe? Je bosse au moins 18 heures par jour. Non. Ben, je sais pas, les filles. Vous m'avez déjà vu prendre la voiture sans travailler? 18 heures, ça fait combien de sommeil? Vous dormez combien de temps? Ben, ce que je peux.
Ça dépend des fois. C'est vrai que c'est pas bien pour la santé. Si, ça va. Je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, je fume pas, je me drogue pas, je me déglingue pas, je vis pas avec un con. C'est bien pour la santé, ça aussi. Hein. Oui, ça aide. Ah oui. J'entends les rires derrière. Mais non, mais c'est important. Bien sûr. Mais si on travaille 18 heures par jour, c'est effectivement plus compliqué d'avoir une vie amoureuse par ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Et vous bossez beaucoup avec des femmes. Oui. Ça change quelque chose, ça? Le fait que ce soit des femmes avec qui vous travaillez? Enfin, il y a des hommes aussi, hein, mais... Je trouve que les femmes, elles gèrent mieux leur temps. Elles n'ont pas la réunionnite aiguë. Je trouve que les hommes, ils adorent papoter en réunion, le petit café, le machin, on fait une pause, on va fumer une clope en bas, on reprend, machin, etc. Les femmes, elles ont 3 journées en une. Elles ont le temps du travail, elles ont le temps du ménage, d'organisation des courses, etc., le temps des enfants. Et elles sont tout le temps sur le fil. Donc, les femmes, quand elles se construisent, malheureusement, c'est encore une réalité aujourd'hui, elles ont le sens du temps. Et elles n'ont pas de temps à perdre. Et puis, le plafond de verre, aujourd'hui, ça change, je pense, sur les nouvelles générations. Mais moi, je viens d'une génération où aller à certains niveaux dans une entreprise, c'était pas gagné, il fallait l'arracher. Donc, ça veut dire aussi, souvent, les femmes, elles sont travailleuses, elles sont fidèles. J'aime bien travailler avec les filles, moi. Je trouve qu'elles... Et puis, je fais des choses très émotionnelles. Ouais. Mes émissions, elles sont quand même beaucoup sur la relation à l'autre, sur l'intelligence émotionnelle, sur le parcours des gens. Et malheureusement, les femmes sont quand même plus élevées avec l'idée d'être dans la bienveillance, l'écoute, le care, le maternage. Et donc, tout ce qui est sentiment, c'est plus facile pour elles de l'investir que des hommes. Voilà, nous, on n'est pas là, ouais, on est des bonhommes, machin. Voilà. On gagne du temps, en fait. Voilà, nous pleurer en réunion parce qu'on a trouvé des gens qui nous ont beaucoup touchés, ça ne nous fragilise pas. Parlons de votre métier. Productrice, on l'a un petit peu abordé, mais vous êtes animatrice télé. Oui, aussi. C'est quoi une bonne animatrice télé? C'est quelqu'un qui donne la parole et qui à la fois est devant, mais qui doit mettre l'autre devant. C'est très bizarre comme rôle. Parce que c'est vrai que c'est nous qui incarnons un programme, mais si on ne fait pas bien notre job, le programme ne va pas fonctionner. J'en viens à que ce soit une ambition intime ou l'amour est dans le pré. Si j'arrive pas à bien faire l'interview de la personne que j'ai en face de moi avec subtilité, si j'en fais une caricature, les femmes qui vont lui écrire vont écrire à quelqu'un qu'elles ne retrouveront pas et ça ne fonctionnera pas. Si on veut donner toute la chance à un programme pour rencontrer l'amour, il faut qu'à la fin du portrait, on connaisse vraiment tel qu'il est et ne pas le caricaturer. Et c'est tellement facile en télé de caricaturer quelqu'un. C'est plus facile pour faire du buzz, pour faire de l'audience, de mettre bout à bout les phrases chocs, les punchlines, les trucs, les A, les O, les machins. Mais en fait, on se plante. C'est un très mauvais raisonnement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris entre vos débuts et aujourd'hui? J'ai beaucoup travaillé avec des psys. J'ai même fait une thérapie pour apprendre comment on accouchait les gens. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai fait une thérapie aussi comme ça, parce que je trouve que ça fait partie de l'hygiène de vie, d'aller voir quelqu'un et de reposer un peu tout régulièrement. Ça m'aide à manager, ça m'aide à aimer sans doute, ça m'aide à éduquer ma fille, ça m'aide à m'aimer moi. Voilà. Donc pour moi, ça fait partie de l'hygiène de vie, d'essayer d'obtenir le meilleur de soi. Et à part échanger avec quelqu'un, moi, je ne sais pas comment faire. Mais c'est vrai que j'ai fait une thérapie quand j'ai commencé à préparer une ambition intime, parce que je trouvais ça intéressant de savoir comment ils arrivaient à creuser. Et donc, c'était bizarre, j'étais un peu schizophrène, parce que je faisais ma thérapie. Et en même temps, dès que je sortais, je prenais des notes sur ce qu'elle me disait, ce qu'elle répondait, comment son attitude, son truc. Machin. Mais ça se passait comment, cette thérapie? Je lui parlais de moi. Ouais. Donc voilà, je parlais de moi, mon père, elle n'a pas connu mon père. Voilà. Et du coup, elle rebondissait. Et je notais ce qu'elle rebondissait dans ma tête. C'est-à-dire si elle s'avançait, si elle machin, si elle faisait voilà, des trucs comme ça. Et j'ai appris en l'observant, en fait. Et du coup, je lui ai dit à la fin. Vous avez appris quoi? Qu'est-ce que vous avez noté qui vous a... il faut le silence quand même, il faut accompagner. En fait, il faut un peu hypnotiser l'autre. C'est un peu comme Rat, confiance. Yves de la jungle. Il faut bien connaître le sujet.
il ne faut pas feindre de s'intéresser à l'autre, il faut vraiment s'intéresser à l'autre. C'est peut-être ça la difficulté, c'est que quelles que soient les opinions de l'autre, en fait, il a sa vérité, il a son parcours. S'il est devenu comme ça, c'est pas pour rien. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je ne suis pas dans le jugement de ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est comment il s'est construit pour en arriver là. Et en fait, fondamentalement, il faut pas faire semblant, en fait. Il ne faut pas se dire, il faut absolument qu'elle me révèle ça. Ah, je veux absolument, dans l'interview, il faut qu'elle me parle de ça, c'est pas possible autrement. Et on sent bien, parfois, des interviews et les mecs, ils lâchent pas. Oui, mais c'est-à-dire, oui, mais là, quand même, quand vous avez fait ci, mais gna gna gna, et c'est relou, ça n'échappe à personne, ça fait chier tout le monde. Vous imaginez maintenant une vie sans la télé pour vous? C'est possible, ça? Qu'un jour, vous fassiez plus de télé? Oh oui, c'est possible. De toute façon, moi, je peux tout faire. Mais sincèrement, moi, j'ai confiance en moi. Hein. Ouais? Ouais, je peux tout faire, je pense. Petite agricultrice. Mais une nouvelle façon de faire. Mais c'est vrai, hein? Ouais. Je sais pas, j'ai besoin de la ville, j'ai besoin de la campagne, j'ai besoin de créer des trucs. Là, on va lancer des podcasts. Ça reste quand même l'audiovisuel, quoi. Bah, moi, ça reste... je pense que écouter la parole des autres, c'est quelque chose que je garderai toute ma vie. D'ailleurs, mes proches n'en peuvent plus. Hein. Moi, je prends le taxi, je fais Paris-Bastille, je connais toute la vie du chauffeur quand même. D'accord. Donc, c'est ce que me dit ma fille. Elle me dit, t'es quand même gonflée, t'arrives à te payer pour un truc que tu fais tout le temps gratuitement. Bon, voilà.